Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Île-de-France Découverte. Et aujourd'hui, à l'occasion de la 39e édition des Journées européennes du patrimoine, on va parler des richesses exceptionnelles qu'abrite notre région et elles sont très nombreuses. Pour commencer, direction les Yvelines, au château de Saint-Germain-en-Laye, ancienne demeure royale qui abrite aujourd'hui le musée d'archéologie nationale. Sur place, 30 000 objets et de magnifiques jardins d'André Lenôtre. La conservatrice des lieux nous parlera de ce petit bijou historique. Et puis, je vous proposerai une sélection d'activités pour ce week-end en Essonne, à Paris ou encore en Seine-Saint-Denis. Au programme notamment un grand bal au château de Breteuil, un concert au Panthéon et les coulisses du Crazy Horse. Île-de-France Découverte spéciale Journée du patrimoine, c'est parti. Plus de 1200 lieux franciliens sont donc mobilisés aujourd'hui et demain. L'objectif, nous faire découvrir leur histoire et leur mission. C'est notamment le cas du musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye. Bonjour Rosemarie Mousseux, vous êtes conservatrice en chef du patrimoine et directrice du site. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors avant de nous dire quelle est la programmation de ce week-end, faisons un bond dans le passé. Quelle est l'histoire de cet impressionnant château qui traverse les âges ? Alors c'est un château qui s'inscrit dans plusieurs siècles, presque un millénaire. Nous sommes sur un site assez incroyable qui est un véritable balcon sur l'Île-de-France lorsque l'on se balade à l'intérieur du domaine national de Saint-Germain-en-Laye. Et puis par-dessus ce balcon, il y a effectivement ce qui subsiste d'un des deux châteaux qui initialement étaient présentés sur place. Ce château, c'est un château dont les origines sont vraiment inscrites au cœur du Moyen-Âge. On a les premières installations qui ont lieu à partir du XIe siècle sur ce site, qui devient très vite construit et alloti avec un donjon, avec un corps de logis et avec une chapelle dont on conserve aujourd'hui encore le volume initial. Cette chapelle, elle est l'une des chapelles palatines construites par Saint-Louis, Louis IX. Donc nous sommes exactement en 1234 lorsque le début de cette construction a lieu. Et cette chapelle, elle est ensuite, un siècle plus tard, inscrite dans une enceinte par Charles V. Cette enceinte est à l'origine de la forme un peu biscornue qu'a le château aujourd'hui, qui est un pentagone irrégulier. Ce que l'on peut voir, c'est une reconstruction du château qui a eu lieu au XIXe siècle, dans un style néo-renaissance. Donc c'est pour ça que vous avez d'immenses galeries qui sont visibles. Et c'est un aspect que l'on doit en particulier à François Ier, dont l'architecte en chef Jeanne Millet, qui a souhaité reconstruire ce bâtiment. Qui a vraiment plus que souhaité, qui a porté tout le mémoire de reconstruction du bâtiment entre 1855 et 1862, s'est réellement inspiré des dessins qui étaient les dessins du château François Ier. Donc c'est pour ça que lorsque vous circulez à l'intérieur des espaces, et certains d'entre eux vont être exceptionnellement ouverts dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, vous pourrez voir le chiffre de François Ier, mais également son emblème, la salamandre, un petit peu partout sur les zones décoratives du château. Donc c'était avant une résidence royale, aujourd'hui c'est un musée qui accueille plus de 100 000 visiteurs par an. Exactement. On y trouve 30 000 objets archéologiques exposés et 3 millions dans ses réserves, c'est bien ça ? Alors voilà, c'est vrai que les murs ne le disent pas tout à fait comme ça, mais on est vraiment sur une mémoire de l'archéologie. C'est une discipline qui est née presque en même temps que le château était en train d'être réhabilité. En 1862 ont lieu précisément à ce moment-là les grands débats autour de la question de l'archéologie. En 1862, c'est aussi le moment où en Europe ouvre un certain nombre d'autres musées archéologiques qui sont presque des jumeaux du musée d'archéologie nationale. Je pense en particulier à celui de Madrid qui a été ouvert exactement la même année, en 1862. Sont conservés à l'intérieur de ces murs, véritablement au-delà de la mémoire, les objets emblématiques de l'art du passé humain et du passé humain sur le sol national, mais également sur le sol européen et sur le sol mondial. Donc on a des collections qui sont des collections assez incroyables pour ça. Si je vous évoque bien sûr, par exemple, la Madeleine, Lascaux, des sites aussi emblématiques que cela, ce sont des pièces qui sont effectivement présentées dans nos murs. De même que nous avons également des collections de référence en matière d'art gaulois ou d'art celtique. Et qu'en est-il des objets et du mobilier qui étaient sur place dans le château au temps des rois ? Il est encore là aussi ? Ah non, malheureusement, ce mobilier, en fait, comme l'histoire du château a été quelque peu bouleversée, la dernière tête couronnée à avoir occupé les lieux, c'est Louis XIV, concrètement. Il a choisi à ce moment-là, c'était sa résidence principale, il a choisi à ce moment-là
de changer de site lorsqu'il avait à peu près une quarantaine d'années et de diriger vers Versailles. Beaucoup mieux identifié aujourd'hui comme résidence royale. Et effectivement, jusqu'en 1682, le principal occupant fut Louis XIV. Lorsqu'il est parti, il a en revanche accueilli son cousin en exil, Jacques de Stuart, d'Angleterre, et qui est venu finir ses jours et qui fut la dernière à tête couronnée à l'abriter. Mais ensuite, derrière le destin de ce bâtiment a été un petit peu complexe et contrarié. Ça a été tout à la fois, enfin pas tout à la fois, mais d'ailleurs de manière successive, aussi bien une école de formation à la cavalerie, un pénitencier, avant d'être complètement retransformé en musée au milieu du 19e siècle. Oui, donc plusieurs vies pour ce lieu. Les murs murmurent plusieurs autres choses, effectivement. Le domaine a fait peau neuve puisque des travaux viennent tout juste de se terminer. À temps pour les Journées du patrimoine, ça tombe très bien. Et justement, quelle est la programmation de ce week-end? Alors ce week-end, déjà la première chose que les gens verront, c'est l'aspect du château qui a été complètement modifié par pratiquement 10 ans de restauration sur les façades extérieures. Donc ça a été un énorme travail mené par l'OPIC, mais également par les équipes du ministère de la Culture. Donc ça, c'est le premier aspect. On a le sentiment d'avoir un château qui a changé de peau, littéralement. Et au sein, effectivement, de ce château, il y a plusieurs animations qui vont avoir lieu pour à la fois rendre accessibles les espaces historiques. Donc vous pourrez notamment visiter les toits, ce qui est un élément assez exceptionnel, ce qui permet aussi de voir une vue incontournable sur Paris. Et puis, vous pourrez également visiter un certain nombre d'espaces qui sont des espaces un peu figés dans le temps, qu'on appelle nos capsules temporelles. Je pense en particulier à la salle Piette, du nom de son donateur Édouard Piette, et qui est vraiment dans un état comme si nous étions en 1904. On pénètre dans un espace dans le temps. Vous avez également quelques visites guidées qui sont encore accessibles aujourd'hui. Je dis encore parce qu'on a une fréquentation qui sera très très élevée pendant les Journées européennes du patrimoine. Et puis nous avions également décidé de mettre en place un certain nombre d'ateliers et d'accessibilité finalement un peu extraordinaires pour l'occasion. Et vous nous proposez également un voyage en Dordogne avec une visite virtuelle au cœur de la grotte de Lascaux. Comment ça se passe? Alors c'est une visite qui a été adaptée à partir de la collection Grand Site Archéologique, qui est une collection portée par le ministère de la Culture. C'est une visite qui aura lieu avec un casque virtuel. Donc on se baladera réellement dans les espaces de Lascaux à travers cette adaptation à partir des données 3D issues du site de Lascaux. La visite est complète, malheureusement. Mais en revanche, vous pourrez tout à fait y accéder depuis chez vous, puisque cette visite virtuelle est aujourd'hui disponible en ligne. Une expérience inédite, puisqu'aujourd'hui la grotte est fermée pour préserver le site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour toutes ces activités, est-ce qu'il faut réserver avant? Alors je vous le confirme, il faut réserver. Nous avons un nombre de places limité, comme je vous le disais, notamment pour les visites un peu exceptionnelles. Il reste encore quelques places pour les visites du dimanche et puis également pour le spectacle en archéomusicologie qui s'appelle Petite Pluie et qui aura lieu dans la chapelle. C'est bien noté. Merci beaucoup Rosemarie Mousseau. Rendez-vous donc au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye pour une plongée unique au cœur de l'histoire, avec en prime une vue à couper le souffle sur la vallée de la Seine. Le domaine est ouvert gratuitement aujourd'hui et demain de 10h à 18h. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant d'autres idées d'activités pour ce week-end. Plus de 2000 événements ont lieu dans la région à l'occasion de cette 39e édition des Journées européennes du patrimoine qui a pour thématique le patrimoine durable, le thème associé à un enjeu prioritaire de notre siècle, le changement climatique. Et pour commencer, on reste dans les Yvelines avec un autre château du département, le château de Breteuil, qui organise ce dimanche à 15h un grand bal Premier Empire. L'occasion de se promener à travers les magnifiques jardins du domaine qui s'étend sur 75 hectares. Ne manquez pas également son fameux labyrinthe et les 50 personnages de cire qui permettent de revisiter les contes de Charles Perrault. À noter que le bal de demain est gratuit, mais que l'entrée du château reste cependant payante avec un tarif spécial. Direction maintenant l'Essonne qui compte 76 monuments classés et 21 jardins protégés au titre des monuments historiques. Du côté de Milly-la-Forêt, la maison Jean Cocteau propose tout le week-end des balades comptées. L'ancienne demeure de l'écrivain, aujourd'hui transformée en musée, organise également un opéra demain à 18h. Au programme, une représentation d'1 heure de la complainte lyrique Le pauvre matelot. Ça se passe dans le jardin de la maison. Et puis pour terminer, du côté de la capitale de la musique au Panthéon ce dimanche, situé au cœur du quartier latin, cet emblème dédié aux grands hommes accueille un concert exceptionnel de l'Armée de l'air et de l'espace dans la nef du monument. C'est demain à 16h et c'est gratuit. Enfin, dans un autre registre, le plus glamour des cabarets vous dévoile ses coulisses
Aujourd'hui et demain, le Crazy Horse ouvre ses portes et surtout ses loges, habituellement interdites au public. L'occasion de tout savoir sur l'histoire et les anecdotes de ce lieu mythique. À noter que la réservation est obligatoire. Vous l'avez compris, ce week-end, la région ne manque pas de balades et d'animations en tout genre. Rendez-vous sur le site des Journées du Patrimoine pour découvrir le programme complet. Avant de clôturer cette émission, sachez que jusqu'à demain ont également lieu les Journées du Matrimoine, un projet lancé en 2015 pour valoriser l'héritage culturel des créatrices du passé, souvent invisibilisées, voire oubliées par l'histoire. 50 rendez-vous culturels gratuits sont à découvrir à Paris, Colombes, l'île Saint-Denis et Bobigny. Des visites, des expos, des lectures ou encore du théâtre pour mettre à l'honneur de talentueuses femmes. Retrouvez toutes les informations sur lematrimoine.fr. C'est la fin de ce numéro d'Île-de-France Découverte. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve samedi prochain pour plein de nouvelles idées sorties. D'ici là, passez un très bon week-end et prenez soin de vous.